C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Médien TV Afrique pour ce nouveau numéro de Croissance Verte. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous aborderons la question de la préservation de la biodiversité. Le Sénégal a signé en 1992, puis ratifié en 1994 la Convention sur la diversité biologique. Cet engagement venait confirmer et créer un cadre formel national et un espace international ordonné pour asseoir une politique active de conservation de la diversité biologique. Nos reporters étaient dans la zone nord du pays où ils ont réalisé un reportage sur les actions communautaires pour la préservation de l'écosystème. Comment est-ce que la biodiversité impacte l'activité humaine au quotidien ? Quels sont les enjeux de sa préservation ? Quelles sont les perspectives de l'État du Sénégal dans le domaine de la préservation de la biodiversité ? Élément de réponse dans un instant. Et pour en parler, nous sommes avec le colonel Lamine Kane, spécialiste en biologie de la conservation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis par rapport à cette occasion qui m'est donnée de pouvoir partager une expérience d'abord du point de vue de la biologie de la conservation de façon générale, mais aussi de parler de sujets d'actualité sur les enjeux de préservation de la biodiversité, aussi bien au niveau du Sénégal que par rapport à la dynamique internationale liée à ce patrimoine qui nous est commun. Merci Monsieur Kane. Et donc on se retrouve juste après notre reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Bodian. Après 20 ans de navigation, Mamadou, 50 ans, décide de se consacrer à la protection de la biodiversité. Nous sommes sur le Marigot Lamsar, berge sud d'un affluent du fleuve Sénégal, long de 1750 km. D'un côté, le village de Bango, village paisible et verdoyant de Saint-Louis au nord du Sénégal. De l'autre, on aperçoit le village de Tchank en territoire mauritanien. Il faut débourser 25 000 francs CFA pour la balade fluviale, un peu plus de 38 €. Nous avons initié une forme de pêche traditionnelle où nous plantons ce type de bâtons dans la mer. Après 3 mois, des algues se forment autour des bâtons et attirent les poissons. Une fois toute cette étendue circonscrite, elle devient un lieu de reproduction. Les pêcheurs sont obligés de jeter leur filet à moins de 20 mètres pour capturer du poisson arrivé à maturation. Cette méthode permet à beaucoup de pêcheurs de s'en sortir. Le président du groupement d'intérêt économique Soukali Alambi, qui veut dire valoriser l'environnement, est polygame et imam de son quartier. Selon lui, même la religion musulmane recommande la préservation de l'environnement et de son cadre de vie. Quand tu ne te sens pas bien, le seul fait de se promener autour de la mangrove procure beaucoup de bien. Par exemple, un asthmatique voit sa respiration s'améliorer au contact de la mangrove qui a beaucoup de secrets que nous connaissons. Son écorce peut prévenir par exemple du diabète et quand tu as mal à la tête, il suffit de mettre ses feuilles sur la tête avec au-dessus un tissu fin pour atténuer la douleur. La mangrove a vraiment sa place dans la pharmacopée. On peut faire aussi de la teinture avec de belles couleurs en faisant bouillir l'écorce. Grâce à un financement de 13 500 000 francs CFA, soit plus de 20 000 €, son groupement a pu acquérir cette pirogue et le moteur. Leur travail s'en trouve facilité. Avec les différentes découvertes, l'utilité de la mangrove se fera beaucoup plus ressentir. La découverte du pétrole et du gaz va entraîner de la pollution. La mangrove, qui est un puits de carbone, va nous renvoyer de l'oxygène. Le fleuve a beaucoup de crevettes. La plante envahissante dénommée rosso est consommée par les vaches. Il représente notre bambou. Avec Mamadou, rien ne se perd. Tout se transforme. J'utilise le rosso pour renforcer des dalles, créer des panneaux publicitaires avec du ciment et du tipia. Si on vous dit que c'est fait avec du rosso, vous aurez du mal à y croire. Avec le rosso, je conçois même des faux sceptiques. Les trois forment un consortium de 3 quartiers, Darou, Khor et Bango. Ensemble, ils se battent au quotidien pour le renforcement des initiatives de gestion et de conservation durable de la mangrove transfrontalière de Saint-Louis.
Le projet que nous pilotons présentement vise à renforcer les initiatives de gestion et de conservation durable de cette mangrove, qui est la plus septentrionale de l'Afrique. Donc elle est vivante, elle n'est pas surexploitée, bien que ça et là, il y a des poches, il y a des zones un peu dégradées qui est liée à l'exploitation de l'homme et aussi à la salinité par endroits. Donc nous venons en appoint pour mobiliser les acteurs communautaires que nous sommes et les populations riveraines de cette mangrove pour une synergie d'action en vue de préserver cette mangrove, de la revigorer par endroits là où il y a une dégradation, on mène des activités de rebâchement. Dans ce marigot, beaucoup d'espèces y sont retrouvées, de même que des habitats d'oiseaux. Exploiter la mangrove sans la dégrader, c'est le vœu le plus cher du consortium. Nous prenons une exploitation rationnelle des ressources naturelles autour de la mangrove. Nous formons nos populations aussi à ce qu'ils aient cette conscience environnementale en milieu territorial et en milieu scolaire. Parce que dans les milieux scolaires, nous avons procédé à des séances de sensibilisation par rapport à la petite enfance, par rapport aux élèves des écoles élémentaires. Et nous le faisons aussi au niveau communautaire avec les populations, les groupements féminins, les ASC et les acteurs à la base. Donc l'idée c'est de fédérer nos activités avec ceux de la langue des Ogar de la langue de Barbarie. D'ailleurs, on est en phase de formaliser le réseau des organisations pour la protection de la mangrove, le ROPEM, du département de Saint-Louis, du delta du fleuve Sénégal. Grâce à leurs actions communes, la prédation autour de l'écosystème de la mangrove le Saint-Louis a beaucoup diminué. On a des zones apicoles à Bango, à Khor, à Darou. Bientôt, on va installer là-bas des ruches pour faire de l'apiculture. On veut aussi faire de l'ostriculture. On va bientôt aussi vraiment commencer le projet. L'ostriculture, c'est quoi? C'est la culture des huîtres. La culture des huîtres, quoi. Vous savez, bon, les huîtres poussent là où il y a la mangrove. Les huîtres viennent s'accrocher aux racines des mangroves, etc. Et ce sont des zones propices pour leur reproduction et leur prolifération. Une préservation de la biodiversité qui peut aussi contribuer à promouvoir le tourisme dans la zone, comme en témoigne l'adjointe au chef du bureau d'information des parcs et réserves du Nord. Je vous parlais des parcs, des réserves naturelles communautaires qui sont là au niveau du bas delta du fleuve Sénégal, mais aussi hors aire protégée. Nous avons des potentialités, comme le circuit de Bango, les circuits qui part sur l'axe Bango, Khor, allant vers Darou, jusqu'au pont Faidherbe et aussi les écosystèmes de mangrove que nous retrouvons sur la RNC de Gandon, par exemple, ou bien au niveau même de Gandiol. L'homme qui jette les ordures, qui jette le plastique, n'est pas conscient des méfaits que ça peut entraîner sur l'environnement. Vous allez au niveau de la langue de Barbarie. Là-bas, vous avez un site de ponte des tortues marines. Et toutes ces tortues marines-là sont en voie de disparition. Et au niveau de ces endroits-là, nous organisons souvent, avec la communauté, avec l'équipe de la langue de Barbarie, les éco-gardes et tous, à faire des ramassages d'ordures, à faire de telle sorte que la tortue puisse s'épanouir, produire des pontes de qualité, comme on dit, et à régénérer davantage cette espèce. Après le circuit touristique en pirogue, retour sur la terre ferme, toujours en compagnie du lieutenant War. L'ingénieur de travaux des parcs nationaux est diplômé de l'École supérieure d'économie appliquée et de l'École supérieure de développement communautaire. Selon elle, le bureau d'information dont elle est l'adjointe du commandant constitue l'interface entre la communauté et les aires protégées. Nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable via la direction des parcs nationaux. Donc notre rôle principal, on peut dire que c'est pour informer la communauté sur l'importance de la biodiversité marine, côtière et aussi terrestre. Et les sensibiliser davantage à s'approcher sur les valeurs de la nature, à pouvoir les protéger. Et tout cela, c'est pour garantir un avenir meilleur pour la génération future. Moussa, lui, est le président du réseau communautaire pour la protection de la mangrove du delta du fleuve Sénégal. Aussi éco-garde au parc national de la langue de Barbarie, il met l'accent sur les activités de conservation. Les ordures ménagères aussi fait partie aussi des contraintes, parce qu'il y a aussi des zones aussi où les gens aussi font des remblais dans la mangrove pour
mettre des champs ou bien pour y habiter, ça aussi c'est des problèmes. On a aussi d'autres problèmes aussi liés aussi au changement climatique. Hein? Comme aussi la salinité aussi de l'eau dans certaines zones, comme dans le Gandiolé, lorsqu'on a créé l'ouverture de la brèche en 2003, il n'y a plus de remontée d'eau douce dans le Gandiolé et la nappe phréatique est devenue de plus en plus salée. Et là aussi, on a vu que aussi la nappe phréatique, si la nappe phréatique est devenue de plus en plus salée, les populations, la reproduction horticole est drastiquement réduite. Ce travail de conservation de la biodiversité fait par les populations est appuyé par la Direction régionale des aires marines communautaires protégées. Cette dernière remplit 3 fonctions principales: la conservation de la biodiversité, la restauration des habitats et l'amélioration des revenus des habitants. Si on prend la conservation, donc c'est les missions régaliennes de surveillance surtout. Donc la surveillance avec l'inclusion des populations qui sont organisées en comité de surveillance pour venir en appoint aux agents de l'État que nous sommes. Bon, maintenant si on prend la restauration des habitats, nous avons vu qu'il y a la langue de Barbarie, donc qui commence ici jusqu'à la Brèche. Donc c'est une zone qui a été attaquée donc, par le phénomène d'hydrodynamisme de la mer, donc une zone où la terre était complètement dégradée. Et donc elle est en train de se reconstituer. Maintenant, nous, ce que nous faisons, c'est des actions de reboisement et nous valorisons aussi cette zone. Donc dans ce cadre, nous amenons les populations à faire du maraîchage dans la zone. Donc il y a des technologies aussi qu'on a mis là-bas, telles que les tifavels que nous mettons perpendiculairement donc, à la direction des vents dominants, ce qui nous permet de reconstituer des dunes. Et derrière ces dunes, on voit que les écosystèmes commencent à se reconstituer, notamment avec les herbacées. D'ailleurs, la sensibilisation est aussi de rigueur. Un comité de gestion de l'aire marine protégée de Saint-Louis effectue régulièrement des visites à domicile entre Gandiol et Saint-Louis pour éveiller la population. Pour Gandiol, il y a les maraîchers. Là-bas, ils s'activent dans la plantation des choux et d'autres comme les choux de manioc et consorts. Mais à Saint-Louis, il y a les femmes transformatrices comme moi, il y a les pêcheurs à la ligne, il y a aussi les marailleurs qui composent le comité. Et actuellement, nous sommes là pour conserver la ressource. Comme le poisson se fait rare, il faut préserver la ressource. Comment préserver la ressource? Faire des sensibilisations. Toutefois, ce professeur en droit international de l'environnement à l'université Gaston Berger de Saint-Louis met en garde. Selon l'universitaire, les actions communautaires éparpillées n'ont aucun impact sur l'empreinte écologique. Le problème à notre niveau, c'est surtout un problème d'éducation. C'est surtout un problème d'éducation au comportement environnemental. C'est beau d'avoir des éco-gardes, tout ça là, mais si on rentre dans ces corps de métier uniquement pour assouvir ses besoins, disons, financiers, etc., mais pas par conviction. Ils font tout pour créer des emplois nature. Créer des emplois nature n'est pas une protection de la nature. La protection de la nature, c'est une sensibilité et une conviction. Donc, et malheureusement, dans nos pays, nous avons peu de militants pour la protection de la nature. C'est uniquement les associations de protection de la nature qui peuvent aider à protéger cette nature. Et cette nature mère qui est là et qui est menacée. Ces saupoudrages et ces actions individualisées et parcellisées, moi, ne me convainc pas du tout. C'est pourquoi nous promouvons la militance. Et actuellement ici, nous sommes en train de former des compétences
en matière de gestion et de promotion de la protection de l'environnement. Un enseignement de rupture qui commence à porter ses fruits et qui va probablement aider à mieux préserver l'aire marine de Saint-Louis, longue de 496 km². Un manque de moyens est noté ça et là du fait de budgets limités. Jusque-là, il reste aux actions communautaires comme alternative le recours à des partenariats pour une meilleure préservation de la biodiversité dans la zone nord du Sénégal. Nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec Monsieur Lamine Kane. Vous êtes spécialiste en biologie de la conservation. Alors nous l'avons vu dans ce reportage, dans la zone nord du Sénégal, des initiatives communautaires naissent pour préserver la biodiversité dans leur localité. Monsieur Kane, quels sont les enjeux à préserver la biodiversité? D'abord, redéfinir ce concept. La biodiversité en termes de diversité du vivant par rapport à différentes échelles de perception. Une échelle écosystémique du point de vue diversité des écosystèmes et des habitats, une échelle des espèces par rapport à la diversité des espèces, mais aussi une échelle des ressources génétiques, diversité des gènes. Au-delà de cette définition, il faut repartir un peu sur le mouvement qui a progressivement donné naissance à la Convention sur la diversité biologique. Donc on part en termes de repères, donc surtout à partir des années 70 où on a vraiment sonné l'alerte par rapport à la crise globale environnementale, du point de vue du caractère peu réaliste du rythme de croissance par rapport au prélèvement peu durable au niveau des ressources biologiques. Donc ça a créé un déclic du point de vue de la conscience environnementale. Progressivement, il y a l'émergence de ces mouvements écologiques qui ont été relayés par, disons, un courant de pensée lié à l'éthique de l'environnement. L'éthique de l'environnement qui est animée par trois grands principes. Un principe d'équité, de justice environnementale, justice aussi bien distributive, en termes de distribution des responsabilités par rapport aux impacts que nous avons sur le vivant, mais aussi justice participative par rapport à la nécessité de prendre en compte l'ensemble des intérêts des uns et des autres. Au-delà de ce principe de justice environnementale, il y a un deuxième principe du point de vue de l'éthique environnementale, c'est le principe de l'équité intergénérationnelle. Par exemple, utiliser la terre ou bien la nature aujourd'hui en pensant aux générations futures. Donc ça, c'est un principe majeur du point de vue éthique. Et enfin, le troisième principe, c'est le principe du respect de la nature. Nature mère qui nous fournit les bases productives du développement qu'on vante tant. Donc, au-delà de ces trois principes, progressivement, la communauté internationale a voulu franchir un pas de plus, au-delà de l'aspect éthique, de nous poser des questions sur les principes moraux par rapport à notre relation avec la nature. Il faut au moins avoir des actions pratiques. D'où la naissance progressive de sciences comme la biologie de la conservation, qui est paradoxalement une science de la rareté, des ressources qui sont de plus en plus rares, mais aussi une science de la diversité, la nécessité de préserver la diversité que nous avons en termes de capital et de patrimoine international. Et ça a donné progressivement naissance à la Convention sur la diversité biologique pour avoir au moins un droit conventionnel qui régit la gestion des ressources biologiques, la conservation de la biodiversité. Convention basée sur trois piliers principaux. Mais revenons un instant sur notre reportage. Alors, ces populations de la zone nord s'activent dans la préservation, nous l'avons vu, de leur écosystème végétal. Quelles sont les autres espèces protégées actuellement au Sénégal? Par exemple, par rapport au Sénégal, il y a plusieurs espèces qui sont protégées. L'aspect protection de ces espèces relève d'un intérêt économique d'abord, mais aussi d'un rythme d'utilisation qui peut-être ne garantit pas, s'il évolue dans la même dynamique, une bonne durabilité du point de vue de l'intégrité des espèces. Donc, par rapport à ces difficultés, il faut au moins asseoir une politique. En identifiant d'abord les vulnérabilités par rapport à ces espèces, et au-delà de ces vulnérabilités, faire une classification par rapport au niveau, c'est une redondance des menaces qui se présentent.
classification qui part peut-être des espèces vulnérables, espèces menacées, espèces en danger, espèces en danger critique d'extinction. Donc ça, le Sénégal collabore aussi au-delà des initiatives prises par la direction des parcs nationaux, la direction des eaux et forêts pour informer par rapport au statut de ces espèces avec l'Union internationale pour la conservation de la nature qui est un bras technique important de la Convention sur la diversité biologique. Restons dans le cadre des collaborations. Comment se passe cette collaboration entre vos services et ces communautés qui s'activent pour protéger leur écosystème végétal? Bon, cette collaboration, c'est parti d'un constat, une approche d'abord dirigiste en termes de gouvernance, où peut-être l'État était plus en avant. Bon, mais on s'est rendu compte qu'au fil de l'expérience, au fil des années d'expérience, qu'il fallait au moins avoir une réorientation dans le concept de la gestion des parcs nationaux, dans le concept de la conservation des aires protégées, avoir, disons, une implication importante des communautés qui ont un rapport étroit avec cette biodiversité, d'où la nécessité d'avoir, de promouvoir cette implication des populations en termes d'accompagnement par rapport à la politique de l'État pour la préservation des écosystèmes et des espèces. Il faut qu'il y ait au moins cet accompagnement pour qu'il y ait une meilleure appropriation et aussi une plus grande durabilité et un réalisme dans le cadre de la conservation. Monsieur Kane, vous êtes spécialiste en conservation, en biologie de la conservation, et qui parle de conservation de la biodiversité pense aussi aux aires protégées. Qu'est-ce qu'une aire protégée et quel est son rôle dans la préservation de l'écosystème? Bon, aire protégée peut-être partir de la définition de l'UICN, peut-être partir de certains mots-clés. D'abord, un espace bien délimité et reconnu soit par l'État, soit par des communautés par rapport, disons, à une façon un rapport avec l'espace, donc ça c'est du point de vue de connaissance, et géré par tout moyen efficace, que ça soit juridique et tout autre moyen, pour la préservation à long terme de la biodiversité. Donc c'est un peu la notion d'espace, la notion de délimitation et de reconnaissance, aussi bien du point de vue juridique, mais aussi une reconnaissance en termes de légitimité communautaire par rapport à des coutumes et des usages au niveau de l'aire protégée. Et aussi se placer dans une perspective de gestion durable de la biodiversité. Donc il y a une grande typologie d'aires protégées qui ont soit été créées par l'État, mais aussi qui relèvent de la gouvernance soit d'un partenariat public-privé, gouvernance partagée ou bien d'une gouvernance communautaire. Monsieur Kane, expliquez-nous comment est-ce que cette préservation de la biodiversité peut être source de développement grâce à la création d'activités génératrices de revenus. Source de développement, parce que la base de la vie, c'est le vivant, la diversité du vivant, donc la biodiversité, avec différents services écosystémiques, des services d'approvisionnement, des services de régulation, des services de soutien. Et en considérant ces services, on peut en tirer beaucoup de bénéfices par rapport à l'économie locale, mais aussi à l'économie nationale. Donc, c'est important d'abord de mieux inventorier ces services écosystémiques, parce que c'est un peu le défaut en termes d'intégration de la biodiversité dans les secteurs de développement. Parce que dans la comptabilité nationale, bon, à mon avis, c'est assez faiblement pris en compte, sauf si on prend en compte les aspects monétaires purement par rapport aux produits forestiers, que ce soit produits forestiers ligneux ou non ligneux, mais il y a d'autres valeurs liées à la biodiversité qu'il faut promouvoir, parce que c'est pour une meilleure utilisation, mais aussi une meilleure gestion du point de vue durable et des profits qui peuvent peuvent être perçus par des générations futures. Monsieur Kane, le Sénégal s'est doté depuis 2015 d'une stratégie nationale et d'un plan national d'action pour la biodiversité. Qu'en est-il de cette stratégie depuis son adoption? La stratégie a été élaborée en 1995, donc en droite ligne de ce qu'on appelle le plan stratégique d'Aichi. Aichi, c'est un plan stratégique parce qu'au niveau de la Convention sur la diversité biologique, il y a des orientations stratégiques sur un pas de temps de 10 ans. Pour Aichi, c'était 2011-2020. Donc, à partir de 2015, donc, il y a eu, à partir de 2010 juste, il y a eu une dynamique de vouloir réactualiser les stratégies qui ont été élaborées pour la conservation de la biodiversité. Donc, par rapport à cette dynamique internationale, le Sénégal a réactualisé cette stratégie en intégrant les objectifs d'Aichi,
mais aussi en intégrant certains objectifs de développement durable. Et au-delà de ça aussi, un alignement par rapport à un référentiel politique national, dont le principal c'est le PSE et d'autres cadres macroéconomiques pour au moins avoir une meilleure cohérence. Donc ça, c'était, disons, ce qui a prévalu le contexte par rapport à l'élaboration de cette stratégie qui, il faut le rappeler, est une réactualisation d'une stratégie qui a été élaborée en 1998. Donc 2015-2014, il y a eu beaucoup d'acquis, mais aussi beaucoup de contraintes. Et donc la préservation de la biodiversité est un enjeu majeur pour les États, particulièrement sur le continent. Et quelles sont les conséquences chez l'homme de la diminution progressive de la biodiversité? Conséquences, c'est surtout lié à ce que j'ai évoqué en amont, parce que comme la diversité biologique, la biodiversité de façon générale, constitue les bases productives d'un développement qui se veut durable. Et si on ne met pas l'accent sur la diminution de certaines incitations négatives, si on ne met pas l'accent sur la réorientation de certains déterminants qui causent des pressions sur la biodiversité, à la longue, nous aurons un état de conservation qui n'assure pas une bonne intégrité de cette biodiversité, mais aussi la disponibilité des services écosystémiques que j'ai évoqués. Donc il faut au moins avoir par rapport à cette scène, donc c'est un peu par rapport au concept dégagé par la Convention sur la diversité biologique, déterminant, pression, état, impact, réponse. Donc c'est une chaîne sur laquelle on doit agir pour au moins par rapport aux déterminants réduire les pressions, avoir un état de conservation assez, disons, approprié, et par rapport à cet état de conservation, il faut qu'il y ait au moins des réponses durables qui en assurent, disons, la bonne conservation. Du moins pour me rappeler, pour me, disons, répéter, pour en assurer une certaine durabilité. Merci Monsieur Lamine Kane. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en biologie de la conservation. Ok, c'est moi qui vous remercie par rapport à l'occasion qui m'est donnée de pouvoir partager cette expérience, mais aussi d'édifier aux téléspectateurs de façon modeste par rapport à certains enjeux du point de vue de la croissance verte, comme l'intitulé de l'émission. Il faut qu'il y ait une croissance durable. Merci Monsieur Kane et merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.